Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à cette quotidienne de Al 24 News consacrée à la polémique suscitée par le tweet du président kényan fraîchement investi. Un tweet aussitôt publié, aussitôt effacé, laissant planer le doute et les incertitudes sur la position du nouveau président kényan, William Ruto, sur la question sahraoui. Est-il ou non resté dans la ligne de son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, qui ne faisait aucun doute de son soutien à la cause sahraoui? Et si le président Ruto William avait pour intention de sortir de cette ligne en ne reconnaissant pas le Sahara occidental, par exemple, pourquoi aurait-il dans ce cas invité le président sahraoui à la cérémonie d'investiture en l'accueillant en grande pompe et tapis rouge? Des questions qu'on ne peut s'empêcher de poser vu les réactions excessives de Rabat qui a beaucoup contribué à alimenter la polémique. Tout comme elle a voulu jouer au trouble fête lors du forum de la TICAD 8 à Tunis. Pour en parler avec nous, nous accueillons avec nous ce soir sur le plateau M. Saïd Ayachi, président du comité de soutien, de solidarité avec le peuple sahraoui. M. Ayachi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons également M. Al-Kantibala, journaliste et militant sahraoui par Skype depuis Paris. M. Al-Kantibala, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Alors, pour commencer, Monsieur Saïd Ayachi, je commencerai avec vous. À quoi justement veut en venir le Makhzen, la présence du président sahraoui aux instances africaines semble de plus en plus déranger Rabat? Bien sûr, mais là vous avez dans votre bonne introduction évoqué donc ce fait diplomatique engendré par le tweet du président du Kenya. Et bien sûr, étrangement, ça nous rappelle le tweet de Trump sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Faut-il croire que nous entrons dans la diplomatie du tweet? Mais ça bouleverse complètement les us et processus diplomatiques classiques. Quand on rend ses relations diplomatiques avec un pays, on le fait par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, on fait le truc. Et puis très justement, vous avez rappelé que 24 heures avant, le président Rally a été accueilli en grande pompe à Nairobi pour la cérémonie d'investiture du président William Ruto. Il faut se dire, comme Trump dans un autre registre, mais William Ruto ici est un vieux routier de la politique. Mais aussi, il était le vice-président de Uhuru Kenyatta. Et donc, il savait très bien quelle était la position de son pays sur le problème. Il ne peut pas se tromper. Le dossier du Sahara occidental. Mais il y a un fait qu'il faut toujours rappeler. Il avait reçu 24 heures après le ministre marocain des Affaires étrangères, et nous savons toute l'expertise qu'a le Maroc dans les pressions, les menaces, la manipulation. Je parle de menaces parce que j'allais dire, c'est dans l'ADN du Makhzen, mais bon, je pense que là, il y a eu des promesses et des pressions, surtout sur le président Ruto, qu'on disait lui-même d'ailleurs tangent sur le problème sahraoui, mais il ne peut pas aller, j'allais dire, de cette façon frontale, j'allais dire brutale, de ne pas reconnaître la race. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il ne l'a pas fait selon la procédure diplomatique usuelle, consacrée. Il l'a fait par un tweet qui a été retiré tout de suite après. Alors, quelque part, c'est Ruto qui est en train de tirer les marrons du feu. Donc, il reconnaît la race. Il reste en reconnaissant. En tout cas, c'est ma conviction. Il reste en train de reconnaître la race. Mais de l'autre côté, il a fait plus ou moins plaisir au Makhzen parce que probablement, il y a eu des promesses, je ne sais lesquelles, d'investissement ou d'intérêt personnel, je n'en sais rien. Toujours est-il que la confusion règne. Je crois qu'elle est beaucoup plus à l'avantage de la reconnaissance de la race que du déclassement de cette reconnaissance. Et par conséquent, il faut attendre les jours à venir pour voir un peu plus clair. Oui, d'ailleurs, il a rectifié le tir juste après avoir supprimé le tweet en disant que la question du règlement de la question sahraoui reste entre les mains de la légalité internationale. C'est tout ce qu'on demande, c'est qu'on reste dans le cadre de l'ONU.
Voilà. Il n'a pas parlé d'autonomie, il n'a pas parlé de la position marocaine ou de la solution Il n'a pas marocaine. pris position, il est resté dans la droite Il est resté ligne du dans droit la légalité internationale. Voilà, très bien. Monsieur Kantibala, comme vous venez de l'entendre avec nous, Monsieur Ayashi, c'est quoi cette mode de tweet des hommes d'État, des chefs d'État qui font des déclarations assez lourdes par tweet, alors que cela devrait plutôt les inciter à réfléchir 2 fois plutôt qu'une? Oui, c'est étrange, cette façon de pratiquer la diplomatie. Monsieur Ayashi l'a bien souligné. Entre États, il y a bien des canaux tout à fait classiques, officiels, pour communiquer telle ou telle position d'un État vis-à-vis d'un autre, vis-à-vis d'autres questions. Les informations que j'ai est qu'il n'y a rien qui a été communiqué à l'ambassade de la race d'à Nairobi, tout reste comme avant. Le Kenya reconnaît la République arabe sahraoui démocratique, l'ambassade sahraoui est présente, ainsi que ses représentants diplomatiques. Donc de ce côté-ci, il n'y a rien il n'y a aucun changement fondamental. C'est vrai que ce tweet a complètement étrange vient chambouler un certain nombre de choses et exprimer quelque part le fond de la politique que probablement compte mener le nouveau président kényan, sachant qu'il y avait déjà des signes précédents qui alertaient sur le fait d'une proximité assez bizarre entre ce nouveau président et le régime marocain. Et donc, il n'est pas à exclure que ce nouveau président mène son pays vers une voie qui est pour nous, Sahraouis, pour aussi les hommes et femmes épris de paix et de justice, une voie, je dirais, de la honte, parce que qu'est-ce que c'est que finalement cette manière de dénier à un peuple qui a parfaitement le droit de s'autodéterminer et qui plus est victime d'une occupation, que de se mettre non seulement à lui dénier ce droit, mais de nouer des alliances avec son bourreau dans le but de l'enfoncer davantage et d'empêcher l'application du droit international, ce qui, in fine, renvoie au fait qu'il s'agit bien d'un comportement qui fait fi à la sécurité et à la paix internationale, tel que souvent demandé par l'Organisation des Nations Unies. Un État doit, par définition et selon l'ordre post-Seconde Guerre mondiale, veiller sur l'architecture de la paix dans la région et dans le monde, et le fait qu'on continue encore à soutenir l'occupation illégale, à soutenir l'extension territoriale, toute honte but, est tout à fait étrange et une manière bizarre de conduire les relations internationales et de se comporter dans le concert des nations. Chose que je n'espère pas pour le Kenya, pour le peuple kényan, qui mérite vraiment beaucoup plus que d'être fourvoyé dans une politique qui glorifie la colonisation et fragilise la paix et la sécurité en Afrique. Très bien, Monsieur Kantibala, je crois que les choses méritent donc d'être claires. Monsieur Saïd Ayashi, depuis que le président sahraoui Ibrahim Ghali multiplie les sorties, parce qu'il fut un temps où il était malade, donc il était de moins en moins présent, mais depuis qu'il multiplie les sorties et les apparitions dans les cérémonies, les instances africaines, le Makhzen ne sait plus où donner de la tête. Même il y a des signes d'affolement politique, je dirais, qui sont très perceptibles. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, en l'espace de moins d'un mois, on ne se rend pas compte, mais le Makhzen et sa diplomatie ont essuyé des revers retentissants, des déboires qu'on peut compter les uns après les autres, au niveau du Sénat américain, les déclarations de Borrell de l'Union européenne, les déclarations de la ministre allemande des Affaires étrangères, le revers de la TICAD à Tunis, les déclarations du PP du Parti populaire espagnol. Et j'allais dire, il en reste encore, et cette fois-ci encore, le Makhzen adore la confusion, l'amalgame, les eaux troubles, et c'est ce qu'il a réussi à créer, en tout cas temporairement, parce que je pense que cela ne va pas durer,
il crée donc ce brouillard, ce Oui. parasitage de la reconnaissance de la race par le Kenya, ça n'ira pas plus loin. Oui. Pour une raison très simple, de toute façon. La race reste membre fondateur de l'Union africaine. Elle est chez elle, au niveau de l'Union africaine. Il y a des pays qui la reconnaissent. Et je suis d'accord avec Kantibala quand il dit qu'il y a une tradition africaine pour, j'allais dire, honorer les siens, pour accepter les siens, pour protéger les siens, pour entourer les siens. Et par conséquent, la race reste au niveau de l'Union africaine, vaille que vaille, et je pense que c'est un incident qui sera vite oublié. La diplomatie sahraoui a toujours été très active avec un appareil diplomatique intelligemment distribué avec des représentants du Front Polisario à travers le monde et soutenu d'ailleurs par les autres réseaux diplomatiques des pays amis comme ceux de l'Algérie, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Nous avons vu ce qui s'est passé en Amérique latine tout récemment, où il y a tous ces mouvements, tous ces gouvernements progressistes qui arrivent au fur et à mesure et qui, sans l'une de leurs premières décisions, c'est la reconnaissance de la race, et pour le Pérou, par exemple, le rétablissement de la race, dans cette situation qui lui est foncièrement défavorable. Le Makhzen, bien sûr, joue d'abord de ses contacts, de ses liens, de ses possibilités, même de l'aide de certains grands pays de la planète. Oui. Et nous avons vu comment ils ont failli déstabiliser le Pérou dans sa reconnaissance de la race. Tout simplement par l'intermédiaire des ministres des Affaires étrangères pourris qui a marché dans la combine du Makhzen. Mais on voit comment les choses, par contre, avancent en faveur de la cause sahraoui. Vous savez, le président Rally donc s'est rendu au Kenya et on a vu quel accueil populaire triomphal lui a été réservé. Il doit aller à Luanda, où il est chez lui, puisqu'il y a l'MPLA qui est au pouvoir, qui a été reconduit. Le président Lourenço a été reconduit dans ses fonctions. Un combattant du MPLA qui reconnaît la race, qui continuera de la reconnaître, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis après, il ira en visite d'État en Afrique du Sud, un pays donc, qui lui est acquis à l'instar de l'Algérie. Donc oui, la diplomatie sahraoui, j'allais dire, marque des points sérieux, qui sont autant de défaites diplomatiques pour le Maroc. Est-ce que vous pensez, M. Ayachi, que finalement, le Maroc ne s'attendait pas justement à ce que le Sahara occidental ou la question sahraoui ait autant de succès en ce moment? Un retour qui, je dirais, en force sur les instances ou dans les instances africaines. Mon sentiment, Madame Leïla, c'est que, et cela est vérifiable, le Maroc n'a aucun argument. N'a aucun argument, ni historique. Ça a été dit par, j'allais dire, des cours de justice, ni diplomatique, ni politique. On voit les entraves qu'il fait, par exemple, aux envoyés personnels du secrétaire général, les uns après les autres, 4 fois de suite, pendant maintenant une vingtaine d'années. Et il sait que sa position n'est pas défendable. Non seulement sur le principe, l'autonomie n'est pas juridiquement reconnue comme choix du référendum, mais même soutenue. Alors que la position sahraoui, elle est j'allais dire, inaliénable. Elle est là. C'est un pays non autonome et il a droit à un référendum d'autodétermination. Et donc, la messe est dite, tout est dit, tout est clair. Ouais. Et il sait qu'il truc. Et les gens, maintenant, doivent aller... j'allais dire, pour l'équilibre de la planète, pour les bonnes relations internationales entre les pays, doivent aller vers le respect du droit international. Et à ce titre, c'est les Sahraouis qui vont gagner. Qui vont gagner, j'allais dire, au moins pour qu'on organise ce référendum auquel ils ont droit. Et par conséquent, il faudra que ce référendum doit venir à travers ces fameuses négociations que de Mistura essaie de lancer. Et on a vu comment il a été gêné d'aller au Sahara occidental. Donc le Maroc va encore user de ses manœuvres dilatoires pour retarder la chose. Mais il est clair qu'il y a un vent de panique maintenant qui souffle sur le Makhzen et le Palais Royal et nous allons aller vers de plus en plus de victoires du peuple sahraoui sur le plan diplomatique et sur le plan du processus de paix de l'ONU.
Très bien, Monsieur Ayachi, vous avez dit un mot très important. Et il me semble que c'est absolument qui résume absolument le comportement aujourd'hui de la diplomatie marocaine, qui est celui de la panique. Il me semble que cette panique se traduit dans les faits et gestes de la diplomatie marocaine. Pardon. Il faut dire également que elle s'acharne par tous les moyens à rallier les pays africains à la cause du Maroc au détriment du peuple sahraoui. Monsieur Kantibala, puisque le tweet est survenu juste après sa rencontre avec Nasser Bourita, comme le disait tout à l'heure Saïd Ayachi. Donc ce tweet n'est pas, je dirais, anodin. Ce tweet n'est pas anodin, mais comme je le disais tout à l'heure, que veut le régime politique kényan? Après tout, écoutez, en matière de souveraineté, il y a la souveraineté divine, et juste après, il vient la souveraineté des États. Mais après, chaque État assume ses responsabilités dans le concert de nations, soit comme un État responsable, soit comme un État fauteur de troubles. Or, ce dont besoin le continent africain, c'est davantage de paix, davantage de stabilité, davantage de respect des frontières, de respect des règles édictées par l'Union africaine et par-delà par le droit international, notamment ce qui est produit dans le cadre des Nations Unies. Or, pour l'instant, la RASD est une réalité tangible et factuelle que l'on ne peut nier, car qu'est-ce qui s'est passé en 1975? La première défaite du Maroc, du régime marocain de Hassan II, c'est d'avoir menti à la communauté internationale en disant que l'avis international de justice avait été en sa faveur. Or, on sait tous que c'est faux, que l'avis international de la Cour de justice plaidait pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et niait les liens de souveraineté entre le Sahara occidental et le Maroc. De ce fait-là, les Nations Unies, après avoir donné droit à l'organisation régionale, l'OUA en l'occurrence, de traiter le problème et de prendre une décision comme il en est de coutume en matière de préservation de la sécurité dans le cadre régional, l'OUA a étudié en fond et en large la question sahraoui. Il a fini par comprendre la mauvaise foi du régime marocain et sa non-volonté, l'absence de volonté pour aller de la paix. Et il a fini par accepter la République sahraoui comme étant membre de l'OUA. Et ce cheminement a conduit finalement l'ONU à parvenir à un plan de règlement qui devrait normalement conduire à une consultation référendaire en instituant la MINURSO. Par la suite, ce qui est étrange, ce que les Sahraouis ne comprennent pas, ce que la communauté internationale, ce que tous ceux qui observent l'action de l'ONU trouvent étrange, c'est qu'on met autant de temps à organiser une consultation référendaire, 20 ans durant, rendez-vous compte. Donc, la responsabilité des Nations Unies est engagée. Et comme le disait M. Ayachi, de toutes les manières, le peuple sahraoui vaincra tôt ou tard. Et l'histoire le prouve chaque jour. Les défaites successives du régime marocain, les victoires sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan militaire sont tangibles, sont visibles. Et de toute façon, cette bataille-là d'occupation ne peut être gagnée par le Maroc. C'est évident. On ne peut jamais légaliser un fait colonial, tant le colonialisme est décrié, tant le colonialisme est une plaie qui a marqué la communauté, les peuples du 19e et du 20e siècle, et que personne n'est prêt à y revenir. Donc, le peuple sahraoui inscrit sa démarche dans la logique des choses, il est dans la marche de l'histoire, alors que le Maroc
mène une bataille Oui, d'arrière-garde qui aussi. perdra de toute façon. Oui, Monsieur Khatib Allah, merci. Ce n'est pas la première fois, Monsieur Ayashi, il faut le dire, que Rabat essaie un petit peu de s'aborder l'harmonie des pays africains et les obligeant, par exemple, à choisir ou en créant la gêne, comme cela s'est fait lors du forum de la TICAD en Tunisie, où ils sont partis encore un peu plus loin en créant carrément l'incident diplomatique avec la Tunisie et en rappelant leur ambassadeur. C'est-à-dire qu'ils ont poussé tellement le bouchon très loin que ça en est transformé en une crise entre Rabat et Tunis. Alors, c'est une crise bienvenue. C'est une crise qui est productive, qui est positive pour le peuple sahraoui. Ça prouve la médiocrité de la diplomatie marocaine. Oui. Parce que tout simplement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des sommets entre l'Union africaine et d'autres entités, le Japon, l'Union européenne, d'autres trucs. La TICAD, et chaque fois, on connaît le principe lui-même, c'est l'Union africaine qui invite et non pas le pays qui reçoit, qui Absolument. abrite le truc. Ce qui a prouvé ici, c'est tant mieux pour les Sahraouis, c'est encore une autre victoire. C'est que le Maroc, qui n'a rien dit quand Brahim Rali était à l'intérieur du Parlement africain, il n'a pas soufflé mot. Parce que la Tunisie considère que la Tunisie, à la limite, on peut influencer, on peut faire des pressions. Il veut responsabiliser la Tunisie de la présence de Brahim Rali. Et alors, à ce moment-là, ça a braqué les Tunisiens en disant « Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec hier ?» Pourquoi ils n'ont pas fait au Kenya? Et j'allais dire, avec l'honnêteté qu'on reconnaît au président tunisien actuel, il n'est pas interdit de voir la position de la Tunisie évoluer en faveur de la cause sahraoui, c'est-à-dire devenir un peu plus un soutien, en tout cas plus agissant pour la cause sahraoui. Et donc c'est encore une fois le Maroc qui a perdu. En ce qui concerne l'Union africaine, donc cela fait partie de la stratégie marocaine, mais rappelez-vous d'abord quand le Maroc a essayé d'introduire son allié sioniste comme membre observateur à l'intérieur de l'Union africaine. C'était pour encore travailler, pour continuer de travailler, pour essayer de désintéresser les gens de la République arabe sahraoui démocratique et peut-être chercher à l'exclure. Ici, là, ce ne peut pas, c'est de voir comment il peut dynamiter l'Union africaine de l'intérieur, parce que l'Union africaine représente, qu'on le veuille ou pas, le véritable cadre de règlement de ce conflit. Si l'on considère que le Sahara occidental est d'abord un pays africain, qu'il y a un pays, que la race est membre fondateur de l'Union africaine, que l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair en la matière. Quand un membre est agressé par un autre membre de l'Union africaine, il est en droit de demander la protection et l'assistance des autres membres de l'Union africaine. Et nous devons aller vers l'application de ces dispositions de l'acte constitutif. Pour cela, je rappelle que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en février 2021, et donc cela s'est passé fin février, début mars 2021. Il a demandé la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Il a demandé à ce qu'il y ait des décisions concrètes, d'application concrète sur le terrain. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. Et on attend maintenant, évidemment, l'application de ces décisions. Oui, et vous faites bien de le dire. Monsieur Khatib Allah, comme le disait donc Saïd Ayashi, de plus en plus, le Maroc essaie de jouer un rôle pour s'aborder tous les rassemblements, l'unité, pour s'aborder l'harmonie, au fait, tous les efforts, même qui tentent au règlement des crises. Mais on n'a pas l'impression, justement, que Rabat est en train de, par ses impairs qu'elle multiplie, est en train d'obtenir carrément l'effet inverse. Oui, tout à fait. Moi, ma conviction, c'est que le régime marocain n'a aucune autonomie. C'est un régime proxy. Il met en exécution d'agendas extérieurs à la région pour déstabiliser la région. Et il a ce rôle-là qui, de toute façon, l'histoire l'a démontré, revient toujours comme un boomerang et ne parvient pas à réaliser les objectifs. Et donc, les États africains sont conscients de cela. C'est la raison pour laquelle la place et la présence de la RASD est incontestée. La RASD est un membre fondateur et elle est présente dans tous les forums de l'Union africaine. Les manœuvres
a mené le Maroc tout récemment au sein de l'Union africaine ont échoué. La pression qu'elle a menée contre la Tunisie, on l'a vu, a eu un effet contre-productif. Et c'est dans la logique des choses, parce que le régime marocain se comporte comme avec une arrogance telle, on l'a vu avec la Tunisie, que finalement les objectifs qu'il cherche à réaliser se retournent contre lui. La Tunisie, comme chacun a vu, n'a fait que accueillir le président Brahim Ghali d'une façon honorable, comme elle l'aurait fait avec n'importe quel membre du chef d'État de l'Union africaine. Le voilà que le régime marocain lui tombe à bras raccourcis, l'humilie dans des communiqués complètement malhonnêtes, mensongers, alors que le communiqué de Tunisien était tout à fait factuel, honnête et clair. Et donc, c'est cette attitude tellement arrogante, tellement mensongère, tellement dilatoire du régime marocain, d'une façon constante, qui finit souvent par irriter y compris ses partenaires, y compris même ses protecteurs et ceux qui le poussent. Et les faits sont là, il n'y a pas le temps pour les rappeler. Oui. Alors, Monsieur Saïd Ayachi, est-ce que c'est la nouvelle stratégie que compte entreprendre aujourd'hui Rabat dans la solution de la crise ou le règlement de la crise de la question sahraoui, ou est-ce tout simplement un comportement qu'elle a toujours adopté, mais en cachette, et qui aujourd'hui donc est déclaré au grand jour par dépit? Je crois que la stratégie du Maroc a été toujours la même, sauf que maintenant, j'allais dire, elle dérape. Le Maroc a toujours joué la montre, la fuite en avant, la stratégie du fait accompli dans les territoires occupés du Sahara occidental. J'y suis là, je vais rester, c'est mon Sahara. Entre-temps, les choses ont évolué. Aujourd'hui, avec l'ère de la médiatisation, tous les peuples sont informés, les diplomaties sont très actives, et j'allais dire, ce qui se fait aujourd'hui peut se défaire demain. Et ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est cette histoire de s'allier à l'entité sioniste en pensant qu'avec l'entité sioniste, d'abord, il va être encore plus fort, mais il va intimider les pays qui, selon lui, croient, et celui qui le gêne dans son entreprise coloniale, à savoir l'Algérie. L'Algérie lui a montré qu'elle ne se laisse pas intimider, qu'elle n'est pas du tout impressionnée par son alliance avec l'entité sioniste, sauf que l'antisioniste, et tout le monde le sait, ne connaît que ses propres intérêts. Et que par conséquent, ce qui intéresse l'antisioniste, c'est de déstabiliser l'Algérie, parce que c'est le dernier pays arabe qui ne met pas genou à terre devant l'antisioniste. Et par conséquent, il peut menacer la paix et la sécurité dans la région, et cela au détriment du Maroc. Je dis ça pourquoi ? Parce que nous avons vu d'abord avec les conditions socio-économiques très défavorables qui sont au Maroc. Vous savez que le coût de la vie a horriblement augmenté et qu'il y a une crise dans les produits alimentaires de base, l'énergie, la sécheresse, etc. Mais surtout que tout ça a été bâti sur la reconnaissance, la normalisation avec l'antisioniste, que n'acceptait pas le peuple marocain. Et donc, facteur déclenchant cette normalisation a entraîné les émeutes qu'on connaît. Et aujourd'hui, c'est boule de neige. C'est tous les jours qu'il y a la grogne dans tous les espaces pour toutes les catégories socio-professionnelles. Et par conséquent, le Makhzen est conscient qu'il y a quelque chose qui lui échappe et que cette tempête pourrait l'emporter. Et il peut y avoir un effondrement de la monarchie. Oui. Alors, je termine parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur El-Kantibala, au vu de ce que vient de dire, bien sûr, Saïd Ayachi, est-ce que le Maroc a cessé d'avoir ou d'être, je dirais, ce pôle d'intérêt qu'il constituait pour certains pays qui lui étaient un soutien? Ou est-ce que c'est une impression? À chaque fois qu'on a compté sur le régime marocain, à chaque fois qu'on a été déçu. Le plus emblématique de cela, c'est la fameuse déclaration d'un ambassadeur français dit à Javier Bardem. J'ai pas le temps de la rappeler ici, mais à chaque fois qu'on a collé à ce régime, on a été déçu parce que il a pas les moyens, et puis le rôle qu'on lui attribue est tellement plus grand que lui. Et tôt ou tard, il finira par lâcher, par s'effondrer, comme l'a mentionné M. Ayachi tout à l'heure. Et en plus, il s'est trouvé confronté à un peuple sahraoui complètement déterminé à arracher ses droits
par la négociation ou par la force, parce qu'il y va de sa propre survie, et par une Algérie complètement solide, forte et soucieuse de la légalité internationale et du droit international. Il n'en est pas question pour l'Algérie que le droit international, on l'applique dans une région du monde et on le bafoue dans sa propre région à son détriment et au détriment des peuples de la région. Merci beaucoup, Monsieur El Khanti-Bala. Je rappelle que vous êtes journaliste sahraoui et militant également pour la cause sahraoui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Monsieur Saïd Ayachi, d'avoir répondu à notre appel, notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. Au revoir.